Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 29 juin. Nous reviendrons naturellement sur les résultats des élections régionales avec une nouvelle opposition menée désormais par les écologistes et non plus les socialistes. Au conseil départemental du Rhône, on s'apprête à retrouver le même président. Christophe Guillotot devrait être en effet réélu ce 1er juillet. Laurent Wauquiez était sur le terrain hier à la gare de la Part-Dieu pour annoncer notamment une augmentation de 30% des équipes de sécurité. Le président de la région reste dans le flou en ce qui concerne la présidentielle. Nous reviendrons sur un terrible accident qui a eu lieu pratiquement il y a un an, jour pour jour, le 4 juillet 2020, sur le périphérique. Le procès du chauffard doit se tenir le 17 août. La famille de la victime organise une marche blanche en souvenir d'Iman le 4 juillet à Bron. Le télétravail peut-il perdurer au-delà de la crise Covid ? À quelles conditions et quels sont les risques ? Gaël Bossier reçoit dans cette édition François Cochet, président de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Et puis nous parlons du recrutement au Loup Rugby. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Au terme des élections régionales, les Verts, emmenés par l'écologiste Fabienne Grébert, multiplient par 4 le nombre de leurs élus au conseil régional. À gauche, la principale opposition n'est plus socialiste, mais écologiste à Confluence. Notez que le Rassemblement national perd, lui, presque la moitié de ses élus, 17 au lieu de 31. La gauche, avec toutes ses composantes réunies, obtient 51 sièges contre 57 en 2015. 28 Verts et 13 PS siégeront dans la future assemblée contre 7 écologistes et 30 socialistes au précédent mandat. Également 3 élus communistes, 3 France Insoumises en mesure de former un groupe ainsi que 4 PRG, les radicaux de gauche. Le nouveau visage de l'opposition est donc celui de Fabienne Grébert, conseillère régionale sortante, déjà pugnace lors de la précédente mandature. L'ancienne ministre PS, Najat Vallaud-Belkacem, a fait savoir qu'elle siégerait bien dans l'hémicycle régional. La majorité départementale de la droite et du centre du président sortant Christophe Guillotot, LR, se retrouve elle confortée pour une seconde mandature. 12 cantons sur 13 lui reviennent. Le 13e canton n'est plus à gauche, mais revient à La République en marche. La gauche unie, cette fois-ci, elle s'était pourtant maintenue au deuxième tour dans 8 cantons sur 13, contre un seul en 2015. Le Rassemblement national s'est maintenu cette année dans 3 cantons et a échoué à faire élire un binôme. Aucune opposition officielle, donc, dans l'hémicycle. C'est donc la démocratie qui en prend un coup, surtout si l'on rajoute l'abstention à 67%. L'élection du président du conseil départemental se tient jeudi, sans grand suspense. Au lendemain de sa réélection en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez était sur le terrain hier à la gare de la Part-Dieu, à Lyon, pour rencontrer les équipes de police ferroviaire. Laurent Wauquiez a annoncé une augmentation de 30% des équipes et effectifs de police ferroviaire dans la région d'ici la fin de l'année. Il a également insisté sur le renforcement de la vidéoprotection avec l'implantation notamment d'un logiciel de reconnaissance faciale dans les gares. Sur ses ambitions personnelles pour la présidentielle, Laurent Wauquiez est resté en revanche dans le flou. L'objectif est de se mettre tout de suite au travail sur les sujets qui sont importants pour les habitants de notre région, pour les Français, à savoir la sécurité. J'ai été élu comme président de région. Ce matin, je suis là comme président de région sur le terrain. Il n'y a pas d'avenir pour la politique, ni au niveau local, ni au niveau national. Si on bascule dans une espèce de course de petits chevaux de bois où à peine on a sauté une haie, on passe à une autre. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont déjà avancé leur pion, le premier s'étant déjà porté candidat, la seconde se laisse l'été pour réfléchir. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le 4 juillet 2020, il y a pratiquement un an, un terrible accident avait fait un mort sur le périphérique. Le virage dit de la femme morte sur le boulevard périphérique à Bron avait fait en effet une nouvelle victime. Iman, 21 ans, passagère d'une Peugeot, a été tué. Le conducteur et les 2 autres passagers étaient indemnes. L'enquête a mis en évidence une vitesse excessive. Le procès du conducteur, poursuivi pour homicide involontaire, se tiendra le 17 août au tribunal judiciaire de Lyon. La famille de la victime organise une marche blanche en souvenir d'Iman. Ce sera le 4 juillet à Bron. Le rendez-vous est donné devant la mairie. Départ à 11h. Le télétravail peut-il perdurer au-delà de la crise Covid ? À quelles conditions et quels sont les risques ? Pour en parler, Gaël Bossier reçoit François Cochet, président de la FIRPS, autrement dit la Fédération des intervenants en risques psychosociaux. Monsieur François Cochet, merci de m'accorder un petit peu de temps en marge du congrès sur le télétravail. Vous êtes président de la FIRPS, Fédération des intervenants en risques psychosociaux. J'aimerais d'abord comprendre et savoir ce qu'est la FIRPS. Alors la question des risques psychosociaux,
il y a une dizaine d'années, était un peu au centre des débats, en particulier suite à des affaires très médiatiques, la crise sociale chez France Télécom. Le ministère à l'époque a imposé à toutes les grandes entreprises de faire un diagnostic des risques psychosociaux, mais les mêmes entreprises se disaient à qui doit-on s'adresser. Donc la Direction générale du travail avait refusé de créer une sorte de label ou d'agrément à l'époque, alors que certains le demandaient. Et donc un certain nombre de cabinets se sont à ce moment-là réunis pour se dire il faut quand même que la profession s'organise. Cette profession était un peu immature, il y avait des offres parfois un peu étranges, d'autres cabinets qui avaient déjà une grande expérience et qui avaient des approches sérieuses. Donc cette fédération est née de ces événements il y a une dizaine d'années, où les principaux cabinets qui interviennent en prévention sur les risques psychosociaux ont décidé de travailler ensemble pour mieux organiser la profession et faire reconnaître les meilleures pratiques. À l'heure du télétravail aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions et notamment il y a un accord qui a été signé et de manière assez rapide finalement pour faire avancer ces questions au sein même de l'entreprise et des organisations. Que pensez-vous justement de ce premier accord, on va dire, qui sert de cadre ? On a assisté à une accélération extraordinaire de la question du télétravail à cause de l'épidémie. Il faut quand même rappeler que certaines entreprises avaient signé leurs premiers accords de télétravail il y a 10 ans et avaient déjà plusieurs fois révisé ces accords au vu de ce qui se passait. C'est une bonne pratique. On signe un premier accord, on le fait vivre 2 ou 3 ans, on analyse ce qui marche pas et on renégocie, on fait évoluer la... Donc ça, c'était les entreprises les plus matures qui, évidemment, confrontées à la crise sanitaire, ont été bien meilleure situation que d'autres. J'ai aussi vu des entreprises qui, en janvier 2020, avaient des patrons qui considéraient que le télétravail était impossible, que dans leur activité, ça ne marcherait jamais, qui, à la limite, acceptaient qu'on fasse une expérimentation avec 4 salariés, bref, qui n'y croyaient pas une minute. Ils ont été assez vite un peu ridicules compte tenu de ce qui s'est passé. Donc ensuite, il y a eu un télétravail massif et obligatoire à cause de la crise sanitaire, improvisé dans des conditions exceptionnelles qu'il ne faut pas du tout confondre avec ce que doit être le télétravail demain. Donc les partenaires sociaux en ont été conscients. Ils ont, à leur initiative, engagé une négociation à l'automne 2020 qui a abouti à un accord national interprofessionnel adopté à une très large unanimité, c'est-à-dire que l'organisation syndicale qui ne l'a pas signé avait participé à la négociation, approuvé la plupart des choses. Il y a des points qui leur paraissaient insuffisants, mais bref, cet accord est une base de travail pour tout le monde. Et aujourd'hui, dans les entreprises qui maintenant négocient des accords internes, beaucoup s'appuient sur cet accord national interprofessionnel qui a fixé des définitions, qui indiquait les points qu'il fallait contrôler, qui sont un plan de la méthode, une très bonne base. Ça évite que dans les entreprises, on parte d'une feuille blanche. Les entreprises de taille moyenne, les PME, les TPE, ont dû s'adapter à cette demande-là, alors que finalement, ils n'étaient pas du tout agiles dans ce domaine. Comment s'adapter justement à ces nouvelles normes, à la fois du côté de l'entreprise et aussi du côté des salariés, parce que finalement, ça a posé quand même des problèmes, notamment des problèmes même matériels. Les problèmes que ça pose sont multiples. Le plus compliqué pour l'entreprise, c'est d'admettre que les points de vue des salariés sont différents sur le sujet. Il y a les fans du télétravail, il y a ceux qui détestent ça, et il faut continuer à ce que les uns et les autres arrivent à travailler ensemble. C'est difficile. En plus, ça interroge la question de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, c'est une réelle difficulté, avec le risque que pour les plus fanatiques du télétravail, il y a des gens qui vont chercher le télétravail tout le temps, qui vont délocaliser leur domicile pour s'éloigner de l'employeur, par exemple aller vivre dans leur résidence secondaire. Au bout d'un moment, il y a un vrai risque de décrocher de la vie professionnelle. Et pour autant, c'est des aspirations tellement fortes qu'il faut que les entreprises arrivent d'une façon ou une autre à y répondre. Sinon, les gens vont aussi changer de boulot. Donc, c'est une question très complexe. Et pour les représentants du personnel, c'est compliqué aussi. Ils sont très attachés à l'égalité. Ils veulent que tout le monde soit traité pareil dans une entreprise. Alors que ça soit équitable, c'est bien, mais ça peut plus être identique. Parce que les gens ne veulent plus la même chose. Et ça, pour les représentants du personnel, c'est compliqué à intégrer aussi. Donc le bon accord télétravail, c'est celui qui tient compte des points de vue individuels et collectifs et qui est, je dirais, éclairé et réversible. Pourquoi réversible? Il faut pouvoir reculer parce qu'il y a une tentation de télétravail, puis au bout d'un moment, on peut s'apercevoir que trop c'est trop, que ça marche pas et il faut pouvoir revenir en arrière. Et il faut aussi que ça soit éclairé parce que sinon chacun est dans sa bulle et peut ne voir qu'une partie de la réalité. Donc il faut aussi qu'il y ait régulièrement des études, des évaluations qui renvoient à l'entreprise et à chacun où j'en suis par rapport à la question du télétravail. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois corriger? Sur quoi je dois reculer? Peut-être que je peux avancer, aller plus loin dans d'autres domaines. Et ça, il va falloir une très grande vigilance dans les années qui viennent sur cette question. Tout à l'heure, vous évoquiez un cas dans votre conférence d'une entreprise qui a réduit le nombre de mètres carrés grâce au télétravail finalement. Est-ce que c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire de faire des succursales multiples avec d'autres télétravailleurs, etc. et que l'entreprise soit moteur à ce niveau-là? C'est une façon intelligente
de rétablir de l'égalité entre salariés. Parce que par exemple, il y a des salariés, leur domicile leur permet de travailler, d'autres non. Mais si on leur propose un lieu de travail proche de leur domicile, qui réduit la question des transports et qui n'est pas pour autant la maison, l'appartement, ça peut être une formule très appréciée de certains salariés. Ça évite aussi la solitude au quotidien. Parce qu'on a quand même, sinon des collègues, parce que c'est des lieux où c'est pas forcément les gens de la même entreprise, on a des voisins de bureau, des gens à côté de qui on est, avec qui on peut déjeuner à midi, et c'est un point, je pense, d'équilibre intéressant. Il y a d'autres éléments que vous soulignez, notamment le fait de l'adaptabilité des logements, voire même des situations personnelles que l'entreprise souvent ignore du salarié, parce qu'il y avait bien une frontière entre ce que l'employeur est censé connaître du salarié et l'action réelle. Et souvent, c'est un frein à cette mise en place du télétravail. Alors de ce point de vue-là, il va falloir être extrêmement respectueux des personnes qui diront qu'elles ne veulent pas télétravailler. On n'a pas à leur demander pourquoi. Parce que pendant la crise sanitaire, par exemple, des gens qui étaient immunodéprimés devaient télétravailler à 100%. Et du coup, ils ont été obligés de le dire à leur employeur. Il y a des couples qui ont trouvé leur équilibre dans une certaine distance. On sait que si on est à domicile tout le temps, comment je dis à mon employeur, je peux pas travailler à domicile parce que sinon je vais divorcer. Ça regarde pas l'employeur. Il faut dire, je ne veux pas télétravailler, point. On ne doit pas avoir à se justifier d'un refus de télétravail. Parce que sinon, on va rentrer dans des atteintes aux libertés et à la vie privée qui, de toute façon, ne sont pas permises par le droit. On va renvoyer nos auditeurs à votre site internet de la FIRPS où il y a plusieurs dossiers qui sont accessibles. Comment ça se passe ? Les cabinets qui sont membres de FIRPS ont des modes d'exercice extrêmement différents. Certains travaillent à la demande des employeurs, d'autres, c'est le cas de ma structure CECAFI, à la demande alors autrefois des CHSCT ou des comités d'entreprise, aujourd'hui des CSE, donc en gros à la demande des syndicats pour simplifier. Bien malgré ces différences de positionnement, on a eu des travaux de fond extrêmement intéressants sur un certain nombre de sujets. On a fait des groupes de travail. On en a fait un sur la prévention du suicide en entreprise, sur la prévention des risques psychosociaux dans les phases de restructuration, sur la prévention du burn-out, sur le bon usage des numéros verts d'assistance psychologique, sur les règles de déontologie, et chaque fois, ces groupes de travail se sont traduits par un petit livret qui existe sous format papier et qui est aussi téléchargeable gratuitement sur notre site. Donc c'est des repères de méthodes et de bonnes pratiques qui nous paraissent utiles. Et il faut savoir aussi que les cabinets qui adhèrent à la FIRP se sont mis d'accord sur un code de déontologie, des principes d'exercice qui fournissent de ce point de vue-là des garanties à tous ceux qui cherchent des prestataires expérimentés et compétents. Merci beaucoup François Cochet. Je rappelle que vous êtes président de la FIRPS qui est la Fédération des intervenants en risque psychosociaux. Merci. Merci à vous. Merci Gaël. 23 jeunes en contrat initiative emploi ont signé leur contrat avec Burger King. L'enseigne ouvre en effet son 400e restaurant à Lima ce vendredi et créera au total 60 emplois sur cette implantation au nord de Lyon. Le restaurant de Lima comptera une directrice, 6 encadrants et des équipiers partagés entre la cuisine, le comptoir et la salle. Le pilier gauche grenoblois Jérôme Ray va paraffer ce mardi un contrat de 4 ans avec le Loup. Après le pilier gauche toulonnais Sébastien Taofifouena qui a paraphé, lui, ce lundi, un contrat de 2 ans à Lyon. Après d'âpres négociations, Grenoble a finalement accepté de libérer Jérôme Ray de ses 2 dernières années de contrat. Le Loup va payer une indemnité de départ de 220 000 €. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.